Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Samuel Poirier-Poulain. Je suis au doctorat en études de ludique à l'Université de Montréal. Dans le cadre de mes recherches, je travaille sur la représentation et l'expérience affective du trauma dans les jeux vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous présente une partie de mes recherches sur le trauma apocalyptique dans Goodbye Volcano High. Goodbye Volcano High, c'est un jeu canadien, en fait, un jeu indépendant qui est sorti en 2023 et donc qui raconte l'histoire. Bon, je peux changer le slide. Et encore? OK, parfait. Qui raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents dinosaures, la Dino Gang, qui apprend qu'un astéroïde va probablement s'écraser sur la Terre et causer leur extinction. Euh, D'un point de vue au niveau du genre, donc on pourrait dire que c'est un film-jeu interactif avec des segments de romans vidéoludiques. Et donc, l'histoire est centrée sur Fang, l'IA chanteuse du groupe de musique Worm Drama, donc on voit ici. Et vous l'aurez compris, Fang est un personnage non-binaire. Et donc, Fang commence sa dernière année à l'école secondaire et elle doit naviguer ses relations avec Trish et Reed, qu'on voit ici. Donc, c'est ses deux amis et c'est des deux autres membres du groupe de musique Worm Drama. Fang doit aussi naviguer ses relations avec son jeune frère Nasser et avec Naomi, qui est une potentielle amoureuse et qui est la présidente du conseil étudiant. Donc, c'est un jeu qui parle d'amitié, de changement, de passage à l'âge adulte et de la fin d'une ère. Donc, au fur et à mesure que l'histoire progresse, ça devient évident que Fang et ses amis ont des motivations, des objectifs de vie différents, ce qui va provoquer des tensions entre eux. Et dans ces circonstances-là, Goodbye Volcano High peut être vu comme un jeu dans lequel le joueur doit prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Un des éléments clés, du jeu, c'est un diagramme d'affinité, donc on voit à l'écran, qui montre la proximité de Fang avec les autres personnages dans le jeu. Donc, à différents moments du jeu, le joueur va devoir choisir quoi répondre aux autres personnages, ce qui peut avoir une incidence sur l'affinité de Fang avec ces personnages-là. Dans Goodbye Volcano High, il y a aussi des mini-jeux de rythme qui plongent le joueur dans les pratiques dans les répétitions et les performances live de Worm Drama, mais je ne vais pas vraiment parler de l'aspect musical du jeu aujourd'hui par manque de temps. Donc, faut souligner, donc je parle aujourd'hui du trauma apocalyptique. Il faut souligner d'emblée que le trauma, habituellement, hein, c'est associé à des événements qui ont eu lieu dans le passé. Il y a plusieurs façons de définir le trauma. Il y a beaucoup de chicanes aussi en psychologie clinique par rapport à la façon dont on pourrait définir le trauma. Tu sais, j'ai mis une définition qui résume, en fait, je trouve qu'il résume assez bien le trauma. Donc ici, c'est Ronald Doctor et Frank Shiramoto qui nous disent le trauma et les troubles de stress traumatique sont des conditions qui résultent d'une exposition à des événements extraordinaires où notre vie est en danger ou à une accumulation de traumas plus petits, généralement vécus durant les années de notre développement. Ces conditions se caractérisent par une activation physiologique chronique, un engourdissement émotionnel, l'évitement des stimuli associés au trauma, ainsi que des pensées intrusives ou des rêves liés aux événements traumatiques. Bon, bien sûr, un individu peut vivre un événement traumatique et ne pas avoir tous ces symptômes-là. Hein. Ça va varier d'une personne à l'autre. Ça va varier aussi selon le support que l'individu reçoit suite à l'événement traumatique, selon son niveau de résilience, donc selon plusieurs facteurs, mais je pense que c'est quand même une définition qui résume assez bien tout ça. De son côté, Judith Herman explique que les réactions traumatiques surviennent lorsque l'action ou la fuite sont impossibles, lorsque l'action est vaine, lorsque la fuite ou la résistance sont impossibles. Donc, comme elle l'observe, les événements traumatiques entraînent généralement un sentiment d'impuissance, un état de conscience altéré et la perte, je cite, d'un sentiment de contrôle, de connexion et de sens. Le trauma psychologique est souvent perçu aussi comme le résultat d'un événement soudain, ponctuel, mais il faut noter qu'il peut aussi être causé par des microagressions, par des cycles d'abus, de la violence domestique, par des événements historiques aussi comme le génocide, la colonisation, l'esclavage. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui se font sur ces autres formes d'événements traumatiques-là. Donc, c'est intéressant, il faut un peu garder ça en tête, je pense, et être ouvert d'esprit. Donc, aujourd'hui, je vous parle de trauma apocalyptique et donc, ce qui est intéressant, c'est que je vous parle d'une forme de trauma en lien avec un événement futur et non pas en lien avec un événement passé. Je m'inspire ici, entre autres, des travaux de Irene Visser. Donc, dans son essai Apocalyptic Trauma and the Politics of Mourning a World, elle propose donc d'étudier le trauma en relation avec la menace de catastrophe future. Donc, elle examine plus précisément comment le trauma peut être causé par, je cite, la vision apocalyptique de la destruction inévitable de ce qui est précieux et irremplaçable dans l'ordre actuel, fin de la citation, qu'il s'agisse de la disparition de sa propre culture ou de la dégradation environnementale à l'échelle planétaire.
D'autre part, dans sa monographie Climate Trauma, Forcing the Future in Dystopian Film and Fiction, Ian Kaplan développe le concept d'imaginaire pré-traumatique pour parler de scénarios futuristes qui exacerbent notre sentiment que la fin est proche et qui vont générer une forme de stress pré-traumatique. Donc, volontairement, ici, on utilise le terme stress pré-traumatique par opposition au fameux syndrome de stress post-traumatique. Et donc, elle écrit dans son livre, dans ces scénarios, les spectateurs sont invités à s'identifier à des versions futures d'eux-mêmes dans des mondes incertains, dangereux et ultimement non viables. De telles identifications génèrent une population pré-traumatisée qui vit avec le sentiment que l'avenir est incertain et que l'environnement naturel est peu fiable. Et donc, ce que je voulais faire dans ma présentation d'aujourd'hui, c'était d'examiner l'imaginaire pré-traumatique de Goodbye Volcano High, d'essayer de voir comment il peut amener le joueur à ressentir un trauma apocalyptique. Donc, je vais porter une attention particulière à l'histoire du jeu et à la manière dont celle-ci peut s'imprégner en nous, pénétrer lentement notre psyché, accéder à notre imagination et nous pousser finalement à réfléchir à notre propre extinction. Je m'inspire aussi des travaux de Kara Stone, donc qui s'est intéressé à ce qu'elle appelait les affects communs de la crise climatique. Là, j'essaie d'interpréter ça de manière un peu plus large en parlant des affects communs de la fin du monde. Donc, on pense à des sentiments comme l'apathie, le désespoir, la colère, le deuil, l'anxiété, le déni et le sentiment d'être bloqué. Donc, l'expérience affective de Goodbye Volcano High peut être comprise à la lumière des concepts de trauma lent, de violence lente, en fait, et de trauma lent. Selon Rob Dixon, la violence lente est, je cite, une forme de violence qui se produit progressivement et à l'abri des regards, une violence de destruction différée qui est dispersée dans le temps et l'espace. Donc, comme il l'explique, c'est un concept qui remet en question l'idée que la violence est nécessairement quelque chose de spectaculaire dont les répercussions seraient immédiates. Donc, Nixon souligne plutôt que la violence peut aussi exister au quotidien à une échelle extrêmement réduite et qu'elle peut passer inaperçue, en fait. Donc, à l'origine, c'est un terme que Nixon utilisait pour faire référence à des préoccupations environnementales comme la déforestation ou encore la pollution à long terme, mais je pense que c'est un concept qui décrit bien l'expérience affective de la fin du monde. Pour Martin Premoli, le concept de violence lente peut être mis en dialogue avec celui de trauma lent, un terme qu'il utilise pour désigner les symptômes et les sentiments provoqués par des événements traumatiques qui se déroulent sur une longue période. Donc, on pourrait penser au fait d'être en prison, par exemple, ou encore à la pandémie de COVID-19. Et donc, ici, encore une fois, je soutiendrai que le trauma apocalyptique est une forme de trauma lent. Dans Goodbye Volcano High, le trauma lent des personnages est causé par le fait de savoir que la fin du monde va probablement avoir lieu et la violence lente générée par cette anticipation blessante. L'histoire s'étend sur 9 mois et les personnages doivent continuer à vivre tout en sachant qu'ils pourraient bientôt mourir. Les journalistes, les scientifiques et les représentants du gouvernement fournissent des informations vagues et contradictoires, comme on peut le voir dans la citation à l'écran, ce qui va laisser la population dans le doute. Donc, au fur et à mesure que le jeu progresse, l'astéroïde va provoquer de plus en plus de perturbations électromagnétiques. Donc, on a des pannes d'électricité, on a des problèmes avec le réseau mobile, aussi des aurores boréales. Les cours à l'école vont être suspendus pour une durée indéterminée. Le Caldera Fest, qui est un festival de musique important tout au long du jeu, va être finalement annulé. Et tous les vols, donc les vols d'avion, vont être interrompus en raison de la chute de débit. Donc, il y a un sentiment d'urgence qui devient palpable. Et je dirais en fait que le joueur peut ressentir en partie le trauma apocalyptique des personnages en passant du temps avec eux, en les côtoyant et en partageant certaines de leurs réflexions. Donc, des réflexions que j'ai eues, par exemple, en jouant au jeu. Que faire lorsque nous avons l'impression que la fin est proche? Devrions-nous nous concentrer sur notre carrière ou passer du temps avec nos proches? Devrions-nous chercher à laisser une trace de notre présence? Et quelles émotions et affects devrions-nous chercher à ressentir? Je ne l'ai pas mentionné aussi, mais au début du jeu, ça commence avec une scène autour d'un feu de camp qui dure 1 minute. Là, les personnages sont en deuil, semblent faire leurs adieux et accepter leur mort. Donc, le jeu commence avec cette scène-là, puis ensuite, on a un retour en arrière, ça va nous dire 8 mois plus tôt. Et là, le jeu va se dérouler de manière chronologique. Et donc, on joue au jeu en ayant toujours un peu cette scène-là en tête et ça nous amène en fait à soupçonner dès le départ que la fin du monde va bel et bien avoir lieu. Donc, on joue à Goodbye Volcano High en ayant justement cette idée-là en tête et je dirais que c'est une forme de violence lente pour le joueur. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, le lendemain de l'annonce inquiétante, Feng n'est pas affecté par l'idée que la fin est proche. La seule urgence pour Yale, c'est de préparer son audition pour gagner une place dans la Battle of the Bands. Donc, dans le jeu, on a la Battle of the Bands qui va mener ensuite
au festival de musique Caldera Fest. Donc, ça, c'est la façon dont Fang perçoit tout ça. Reed, lui, en revanche, est vraiment bouleversé par la nouvelle, qui devient sa principale préoccupation pour le reste du jeu. Donc, il est paralysé par la peur, il ne va prendre aucune décision concernant son avenir. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que bon, les personnages vont se tourner vers Legends and Lore, qui est l'équivalent de Donjons et Dragons, et qui va être pour eux, pour les personnages, donc une forme d'échappatoire. Par contre, Reed, lui, va utiliser Legends and Lore pour parler de son trauma apocalyptique, puisqu'il est le Dungeon Master, donc il a quand même un grand pouvoir sur le déroulement des événements du jeu. Et donc, lors de la campagne, en fait, à la toute fin de la campagne, les personnages vont devoir affronter Braxus, qui est une créature divine qui cherche à détruire le monde et qui peut être vue comme l'interprétation de Reed de l'astéroïde qui risque de tomber sur la Terre. Et donc, je vois Legends and Lore devient ultimement pour Reed un moyen de faire face à son trauma apocalyptique, de vivre avec ce trauma, d'accepter sa mort future, et finalement, c'est quelque chose de cathartique. D'autre part, l'expérience de Naomi est caractérisée par le déni et la colère. Donc, malgré la catastrophe imminente, Naomi va passer beaucoup de temps à étudier, à s'impliquer dans des activités parascolaires dans l'espoir de rentrer en médecine. Donc, elle essaie vraiment de se convaincre que l'astéroïde va passer à côté de la Terre et que l'impact sera minime. Le déni de Naomi va atteindre son paroxysme vers la fin du jeu, lors de la scène autour du feu de camp. Donc, c'est vraiment un point tournant dans le jeu, où là, elle va vraiment... en fait, c'est qu'à ce moment-là, chaque personnage vraiment semble accepter sa mort, renoncer à ses rêves, et Naomi va se mettre en colère et sa réaction est vraiment proche d'une crise de panique. Et donc, comme le note Ian Kaplan, le trauma apocalyptique est aussi lié au traumatisme de ne plus avoir d'avenir. Donc, la colère de Naomi dans ce segment-là provient de la prise de conscience que la fin est inévitable, mais aussi de la frustration à voir ses amis réagir si calmement comme s'ils abandonnaient tout. Le jeu est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que les personnages réagissent différemment à leur trauma, en fait. Au niveau des mécaniques de jeu, Goodbye Broken High veut jouer avec le sentiment d'agencivité du joueur en lui proposant des options de dialogue tout au long du jeu. On va même avoir une icône qui va s'afficher à l'écran à chaque fois qu'on prend une décision qui est susceptible d'avoir un impact sur la relation de Fang avec les autres personnages. Mais on se rend compte finalement que malgré nos décisions, la trajectoire générale du récit reste largement inchangée. La fin du monde va bel et bien avoir lieu et plein d'autres événements importants dans le jeu. Donc, on n'a pas le contrôle là-dessus. Il y a aussi certaines options de dialogue qui semblent a priori disponibles qui sont finalement inaccessibles. Donc, on le voit ici, ça va devenir grisâtre et on ne pourra pas sélectionner cette option-là. Et des fois, on a des options qui sont très similaires qui mènent au même résultat. Donc, je soulignerai ici que l'agencivité restreinte du joueur dans Goodbye Broken High et la frustration que ça peut l'amener à ressentir transmettent efficacement le sentiment des personnages d'être piégés et condamnés, comme s'ils ne pouvaient rien faire pour éviter une mort imminente. Donc, les personnages sont impuissants, le joueur est lui aussi impuissant. Maintenant, je vais poursuivre mon analyse en me tournant vers la question de la temporalité et plus particulièrement le concept de temporalité pronostique. Donc, le terme pronostic vient à l'origine de la médecine où il désigne le cours probable d'une maladie et va parfois même inclure le nombre de temps qu'il reste à quelqu'un avant de mourir de cette maladie. En anthropologie, Lupton Jane a proposé le concept de vivre en pronostic, living in prognosis en anglais, pour décrire l'expérience des personnes qui vivent et qui meurent d'une maladie, en particulier un cancer. Et donc, comme il l'explique, le fait de vivre en pronostic modifie le rapport au temps et redéfinit la façon dont les individus perçoivent leur âge, leur génération et leur stade de vie. La mort est au cœur de la vie en pronostic et l'anticipation de l'avenir devient une préoccupation constante. Donc, dans le cas de Goodbye Broken High, on pourrait dire que les personnages vivent en pronostic, et bien qu'ils soient à la fin de leur adolescence, qui est supposé être quand même un moment charnière où on prend des décisions importantes en lien avec notre avenir, mais les personnages semblent déjà être à la fin de leur vie. Donc, ça crée un sentiment d'urgence qui va venir modifier leur rapport au temps. Donc, en fait, j'ai deux exemples à donner. On va le voir entre autres dans la relation entre Fang et Naomi. Donc, au début du jeu, Fang va commencer à recevoir des messages une, on ne sait pas trop, admiratrice secrète qui s'appelle Pretty Hero. Elles vont s'échanger des messages pendant plusieurs mois et finalement vont se rencontrer en personne. Naomi va révéler son identité secrète. Et à ce moment-là du jeu, donc Naomi aimerait commencer une relation amoureuse avec Fang, mais Fang vient de se chicaner avec Trish. Bon, il y a beaucoup de chicanes dans le jeu. Le groupe de musique, c'est Warm Drama, il y a bien du drama. Donc, Fang va dire à Naomi qu'elle n'est pas prête pour commencer une relation, elle n'a pas la tête à ça, etc. Donc, les personnages vont garder leur distance pour le reste du jeu, jusqu'à la toute fin, en fait, où on a la fameuse scène autour du feu de camp.
Et là, en fait, hop, là, j'ai spoilé, là, mais bon. À ce moment, lors de cette scène-là, en fait, le personnage, le joueur va avoir la possibilité de commencer une relation amoureuse avec Naomi. Mais tu sais, on joue au jeu et on s'en doute là, que le jeu tire à sa fin. Donc, c'est quand même un choix, je dirais, qui est discutable en termes de game design. Donc, l'histoire d'amour entre Fang et Naomi manque de développement, manque de nuances. Le comportement des personnages est un peu aussi incohérent avec la façon dont ils se sont comportés plutôt dans le jeu. Euh, donc, je pense que, en tout cas, moi, je joue au jeu, je me posais la question, tu sais, en fait, pourquoi Fang et Naomi se pardonneraient-ils si facilement au point d'être prêts à entamer une relation amoureuse? Et en même temps, je pense que quand on repense à l'idée de vivre en pronostic, ben, c'est une décision qui est quand même intéressante, qui est cohérente avec le contexte apocalyptique du jeu. Donc, les personnages sont aux prises avec un temps limité, des émotions beaucoup plus fortes. Et donc, sachant que leur vie touche à sa fin, Fang et Naomi se concentrent sur leur guérison et cherchent finalement à vivre une expérience qu'elles n'ont peut-être jamais vécue. En parallèle à la destruction de Caldera Bay, Goodbye Broken Ohio laisse entrevoir un autre effondrement imminent, la dissolution de la Dino Gang. Et donc, le groupe d'amis souhaite se réconcilier avant que la fin du monde ne survienne et le joueur peut ressentir le besoin de rendre cela possible. Donc, ça, c'est la fameuse scène autour du feu de camp. Et ce qui est intéressant avec cette scène-là, c'est qu'en fait, c'est un moment de retrouvailles qui nous rappelle que les personnages sont tous unis par leur trauma. Donc, on est vraiment en présence d'un trauma collectif. Et donc, en dépit de certains désaccords, ben, les personnages sont quand même capables de partager une expérience affective collective, le sentiment d'être ensemble et solidaire. Et donc, comme l'explique Anna Loderchik et ses collègues, les situations traumatiques collectives peuvent inciter les individus à s'entraider pour faire face à l'adversité, donc un processus qu'on appelle le communal coping, stratégie d'adaptation collective en français. Bon, je suis pas convaincu du terme. Mais donc, dans ce type de situation, les actions qui visent à résoudre un problème prennent place dans le contexte des relations sociales. Le problème est vu comme quelque chose qu'on doit résoudre ensemble plutôt que comme quelque chose que chaque personne doit résoudre de manière individuelle. Donc, le fait de se rassembler autour du feu de camp permet aux personnages de résoudre les tensions au sein du groupe et de pleurer ensemble l'avenir qu'ils n'auront jamais. En fait, l'avenir, le monde qu'ils sont sur le point de perdre et l'avenir qu'ils n'auront pas, et de faire leurs adieux. Et je dirais que dans Goodbye Volcano High, les adieux prennent au moins 3 formes. Donc, d'abord, les personnages se disent adieu les uns aux autres, ce qui est intéressant parce que souvent, quand on fait ces adieux, on a un groupe de personnes qui vont faire leurs adieux à une personne qui est mourante, alors que dans ce cas-ci, tous les personnages vont mourir, donc ce sont des adieux qui sont faits de manière beaucoup plus horizontale, circulaire. Les personnages disent adieu aussi au monde, dans leur environnement, et le joueur, à son tour, fait ses adieux à la fois au personnage et au monde du jeu. Et on pourrait même dire que le joueur fait ses adieux à l'expérience qu'il a eue avec Goodbye Volcano High, au sens qu'on peut jouer au jeu une autre fois, mais l'expérience était unique, on ne va pas revivre la même chose. Donc, voilà. Et finalement, dans la dernière partie de ma présentation, donc je vais dépasser un peu, je voulais me tourner vers l'éco-critique et explorer la manière dont Goodbye Volcano High peut nous amener à réfléchir à la crise climatique. Donc, ici, je partage l'avis de Brian Gomez et Annick Sakar, qui soutiennent que les jeux vidéo qui ne parlent pas explicitement des questions environnementales peuvent quand même exprimer de manière inconsciente des idées et des avertissements liés à ces enjeux. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et donc, ici, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était la question de la solastalgie et de l'éco-anxiété, qui sont 2 symptômes du trauma climatique, en fait. Donc, le concept de solastalgie a beaucoup été développé par Glenn Albrecht, donc, qui nous dit que la solastalgie, en fait, c'est, je cite, la douleur ou la maladie causée par la perte continue de réconfort et le sentiment de désolation lié à l'état actuel de son chez-soi et de son territoire. C'est l'expérience vécue d'un changement environnemental négatif qui se manifeste comme une atteinte au sens du lieu d'un individu. Bon, il y a beaucoup de concepts dans cette citation-là, donc si on essaie un peu de décortiquer ça, on pourrait dire que la solastalgie, c'est lié au sentiment que notre environnement s'érode progressivement et à l'impression de ne plus le reconnaître. C'est le fait de ressentir un mal du pays quand on se retrouve encore chez soi. Donc, c'est de se dire, ben, je sais pas, il fait donc bien chaud aujourd'hui. L'année passée, il faisait pas aussi chaud à cette période-ci de l'année, par exemple. J'ajouterais que la solastalgie est étroitement liée à la violence lente et au trauma lent. Donc, c'est une douleur progressive et insidieuse qui nous use au fil du temps. La solastalgie se manifeste comme un fardeau persistant qui affecte subtilement notre bien-être et qui nous affaiblit, parfois en nous rappelant quotidiennement que quelque chose ne va pas avec notre environnement. Et donc, dans Goodbye Volcano High, la solastalgie est surtout évidente quand les personnages commencent à avoir apparaître des aurores boréales,
Donc, on en voit de plus en plus. On va même commencer à en voir pardon, en plein jour. Et donc, les aurores boréales sont un signe inquiétant que l'astéroïde est de plus en plus proche de la Terre. Donc, je pense ici que c'est possible de faire un parallèle entre les personnages qui observent ça, et donc avec anxiété, et le joueur qui observe également dans le monde réel que son environnement est en train de changer en raison de la crise climatique. Donc, vous le savez, les conditions météorologiques locales sont irrégulières, de plus en plus d'inondations, de vagues de chaleur, d'incendies de forêt. Même aujourd'hui, on le voit, on le voit quand on se promène dehors. Voilà. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a des parallèles à faire à ce niveau-là. Et en fait, le deuxième concept dont je voulais parler, mais pour lequel je ne vais pas vraiment m'attarder, mais l'idée d'éco-anxiété, si on fait la distinction entre solastalgie et éco-anxiété, tu sais, solastalgie, habituellement, c'est de dire, on compare le présent au passé, de dire avant, c'était pas comme ça. L'éco-anxiété est beaucoup plus orientée vers le futur, de se dire, ben, dans 10 ans, on va manquer de ressources, dans 10 ans, on ne pourra pas habiter sur la Terre parce qu'il va faire tellement chaud. L'éco-anxiété, c'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'on décide de ne pas avoir d'enfants. Donc, Goodbye Broken Heart ne parle pas directement d'éco-anxiété, mais tu sais, je pense qu'en jouant au jeu, on peut ressentir de la solastalgie puis l'éco-anxiété, c'est deux sentiments qui se côtoient. Puis je pense que ce qui est à retenir ici, en fait, c'est que l'astéroïde dans Goodbye Broken Heart peut être vu comme une allégorie pour le changement climatique. Donc, Reed va observer que la population semble largement insensible à la menace imminente de l'astéroïde, en tout cas au début du jeu, ce qui rappelle le scepticisme et l'apathie dont font preuve de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise climatique, le manque de motivation à prendre des décisions en fait, des mesures significatives pour améliorer les choses. Comme je l'ai mentionné aussi, il y a une cacophonie d'informations dans le jeu, des opinions contradictoires sur l'astéroïde qui vont laisser vraiment les personnages dans l'incertitude par rapport au danger que représente l'astéroïde. Puis là, tu sais, je suis vraiment pas en train de remettre en question la crise climatique, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est pour dire que nous aussi, on est bombardés d'informations par rapport au peu de temps qu'il nous reste pour changer les choses. Puis en fait, je pense qu'Araston résume ça quand même assez bien. Elle nous dit ici, l'avenir de la vie sur cette planète n'est pas tout à fait gravé dans la pierre et pourtant la Terre reçoit sans cesse des pronostics changeants. 70 ans, 30 ans, 15 ans avant que la nourriture ne vienne à manquer, que la sécheresse ne se généralise, que des espèces disparaissent. Ce qui est intéressant ici, bon, Caraston a dit la Terre reçoit des pronostics changeants, mais on habite sur la Terre, donc c'est aussi notre pronostic à nous, finalement. Et donc, je pense que quand on joue à Goodbye Broken Heart, ça nous rappelle que nous aussi, en fait, on vit en pronostic. La catastrophe spécifique à Goodbye Broken Heart est différente de la nôtre, mais le parallèle entre les deux, les affects similaires que les deux catastrophes produisent, nous permettent de nous identifier, je pense, aux personnages et de les voir comme des versions futures de nous-mêmes, donc Caitlin dirait des moi futurs. Et là, je vais terminer là-dessus. En fait, c'est intéressant de noter que malgré les affects négatifs qu'elle évoque, la fin du monde dans Goodbye Broken Heart est quand même présentée comme visuellement magnifique et époustouflante. Les personnages ont même le mentionné plusieurs fois dans le jeu. Et donc, ici, je ferai volontairement un peu la lecture trop attentive, la surinterprétation, parce que je pense que ça peut être puissant de faire ça. Et je soutiendrai que représenter la fin du monde comme quelque chose d'esthétiquement beau peut être interprété comme un commentaire social sur la nécessité de mettre fin au statu quo. Et donc, si je m'inspire de l'éco-critique plus précisément, je dirais que le jeu suggère que mettre un terme au système actuel qui favorise la pétroculture, la consommation de viande et le capitalisme serait quelque chose de beau, une idée qu'on devrait envisager qui nous permettrait peut-être d'éviter la fin du monde. Donc, le fait qu'on joue au jeu, qu'on ressent le fait de jouer au jeu, de ressentir de la solastalgie, de l'éco-anxiété en jouant au jeu, c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quand même quelque chose qui est puissant, qui peut nous pousser justement à faire quelque chose, puis à réfléchir à notre propre extinction finalement. Donc voilà, merci pour votre écoute. Bon, je les références. Hey, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment chouette. Je connaissais un peu de loin le jeu, mais j'ai vraiment analysé ce que tu en fais. Puis, justement, tu sais, je vais aller lire aussi, je pense, le livre sur Living on Prognosis, c'est tellement intéressant. Puis, dans ce contexte-là, moi, ça m'évoque quand même le fait que oui, évidemment, tu sais, une belle allégorie des changements climatiques, de la fact tout ça, c'est une belle comparaison aussi avec cette idée-là de prognosis, mais ultimement, on va tous mourir, c'est pas non plus une considération climatique, c'est aussi une considération réelle, c'est-à-dire existentiellement avec la mort préprogrammée. Et il y a ce côté-là très intéressant que, tu sais, on perd la notion que la mort s'en vient jusqu'au moment, mais ça vient plus vite que ce qu'on pensait qu'il était supposé s'en venir. Je pense que Volcano travaille beaucoup là-dessus. Est-ce que,
à l'inverse, d'intégrer des contextes de résilience, parce que tu parles beaucoup de faire le deuil, tu parles beaucoup de au moment du Empire, on se, tu sais, finalement, les gens prennent la peine de vivre ensemble, mais est-ce qu'il y a des messages de résilience? Est-ce qu'il y a le terme très québécois de genre cultiver le temps qui reste face aux personnes qui ont du cancer? Est-ce que ce jeu-là nous enseigne aussi à vivre avec un pronostic? Ou est-ce qu'il est plus concentré? Ben, tu sais, c'est ça, c'est quoi les messages positifs, en fait, que dans vos horreur? Ou les messages de résilience, en fait? Ouais, c'est une bonne question. Tu vois, j'ai pas réfléchi à ça, cette question-là. Mais en fait, on voit, vu que les personnages réagissent différemment à leur trauma, tu sais, pour répondre à ta question, je dirais que c'est pas exploré tant que ça. Le jeu dure 5 heures environ. Si le jeu avait été plus long, peut-être ça aurait été exploré davantage. On le voit peut-être un peu avec donc Trish, tu sais, qu'on voit. J'ai pas parlé de Trish. Donc Trish, elle va décider. Donc au niveau du groupe de musique, il y a beaucoup de tension parce que Trish veut quitter le groupe de musique pour se concentrer plus sur ce qu'elle aime, la biologie, puis passer plus de temps avec ses amis. Fait que peut-être que c'est pas exactement de la résilience, mais je pense qu'elle a réagi comme ça un peu à la fin du monde. Justement, essayer d'apprécier plus le moment présent, puis être avec les personnes qu'elle apprécie, etc. Alors que dans le cas de personnage de Feng, c'est vraiment toujours l'idée de carrière, de musique. Feng continue à penser à l'avenir, en fait. Naomi aussi, mais Naomi, on est beaucoup dans le déni, alors que pour Feng, c'est juste que la musique, c'est tellement une passion que. Mais je suis pas vraiment capable de répondre à la question, malheureusement. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est exploré tant que ça, parce que le jeu, c'est beaucoup la relation entre les personnages puis les chicanes. Puis peut-être, si je fais une critique du jeu, peut-être que le jeu perd un peu trop de temps à nous montrer ce genre de drama-là, plutôt qu'à explorer d'autres éléments qui auraient pu être plus intéressants. Sinon, au niveau de la musique, en fait, la musique, c'est quand même un élément super important dans le jeu que j'ai pas pu aborder aujourd'hui. Mais la musique, c'est quand je parlais de communal coping, tu sais, d'organiser aussi quelque chose de collectif, la musique permet ça, en fait, dans le jeu. À la toute fin du jeu, les personnes, donc, vu que le Caldera Fest est annulé, les personnages vont organiser leur propre spectacle de musique. Puis là, en fait, quand les personnages meurent, c'est en pleine performance, en fait. Et ils vont se réunir sur le toit de leur de l'école secondaire pour avoir une belle vue de l'astéroïde qui frappe la Terre. Donc, l'idée de beauté est là. Puis pendant qu'ils chantent, en fait, la dernière chanson, c'est Reunion qu'elle s'appelle, donc un peu l'idée d'être tout le monde ensemble. Puis la chanson répète sans arrêt Was it worth it all? Donc, est-ce que ça en valait la peine? Donc, c'est quand même assez déprimant. C'est pendant qu'ils chantent cette chanson-là que là, l'astéroïde frappe et que tout le monde meurt. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même l'idée d'accepter. Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace de résilience là-dedans, là, je comprends. Ouais. Mais ça, je me demandais si les scènes du jeu, il y avait des petites histoires de ben, soit utiliser le moment présent et tout, mais tout ça, sûrement. OK, merci. Oui. Okay. Alors, merci pour la présentation, Samuel, c'était vraiment super. Alors moi, ma question, déjà, la scène de feu de camp me rappelle un peu la mécanique de Permadeath dans Hellblade, de comment commence le jeu dans le cas de Hellblade, en nous mentant carrément, en nous disant que si on perd un certain nombre de fois, c'est la Permadeath. Alors, c'est clairement pour générer un sentiment d'anxiété latent tout au long du gameplay. Et là, moi, c'est une question plus sur toi, comment tu as vécu ça. Le fait de commencer par cette scène-là, est-ce que toi, ça a plus alimenté ce sentiment traumatique ou est-ce que ça a fait que tu sois plus résilient en sachant que anyway, ça allait arriver, en fait? Le fait de commencer avec ça. Mon Dieu. Je trouve, c'est une bonne question. Je dois dire, en jouant au jeu, moi, j'ai jamais été convaincu à 100% en fait que les personnages allaient mourir. Même si au début, on a quand même cette impression-là, on dirait que peut-être que, vu que aussi tu sais, tu prends des décisions, finalement, nos décisions n'ont pas vraiment d'impact dans le jeu, mais on commence peut-être à s'habituer à ça parce que The Walking Dead, puis il y a plein de jeux qui font ça au bout du compte. Mais je pense que parce qu'on prend des décisions, j'avais peut-être espoir que la fin du monde n'allait pas avoir lieu. Fait que, c'est sûr que ça m'a affecté, mais je pense que je me disais peut-être que finalement, ça ne sera pas exactement ça. Tu sais, on voit que les personnages font leur deuil, mais on les voit pas mourir non plus au début du jeu. C'est ça. Mais oui, c'est intéressant aussi le cas de Hellblade, parce que je pense que c'est vraiment un cas de violence lente, en fait, que le joueur ressent dès le départ en jouant au jeu. Je pense. Oui, je me demandais par rapport à la temporalité prognostique, si
c'est pas juste, en fait, c'est la souffrance, ou c'est qui serait peut-être plus comme frappante, tu sais, la souffrance à venir que la fin en soi. Parce qu'une fois que c'est fini, comme c'est fini. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui est semblable dans le jeu? C'est même plus en tout cas, de ce que tu as mentionné, ça semble être plus la souffrance que les personnages traversent qui est dramatique que la fin en soi. Oui, c'est ça, c'est le fait de continuer à vivre en étant incertain. En fait, c'est aussi, c'est quoi, je regardais, quand je disais, c'est parce que je mentionnais un auteur, là, je m'excuse, qui dit finalement, là, je trouve pas son nom, mais qui dit que le temps est devenu une façon de faire souffrir ou de blesser les gens. Tu sais, bon, en tout cas, c'est pas le Saint-Amour, si je me trompe pas, qui dit ça. Donc, je pense que c'est ça aussi. Puis, en fait, ce qui est difficile pour les personnages, c'est que ils sont. Je pense aussi, si les personnages étaient convaincus que, je sais pas, moi, dans 9 mois, ils vont mourir, ben, peut-être qu'ils apprécieraient la vie pendant ces 9 mois-là, puis ils savent qu'ils vont mourir. Alors que là, dans ce cas-là, on est un peu pris dans est-ce que je continue à essayer de bâtir quelque chose, une relation amoureuse, ma carrière, tout ça. Je pense que c'est ça aussi. Puis c'est difficile de bâtir quelque chose. Tu sais, c'est que tu peux pas t'investir à 100% dans, ou en tout cas tu peux, mais peut-être que tu veux pas le faire parce que t'es pas convaincu, tu as l'impression que tu vas mourir, mais t'es pas sûr à 100%. Mais si pendant 9 mois tu fais rien, puis finalement tu meurs pas, ben, tu sais, je sais pas, je pense même d'un point de vue universitaire. En fait, tu sais, quand je disais les questions que je me posais en jouant au jeu, est-ce qu'on devrait laisser une trace de notre présence? Est-ce qu'on devrait passer du temps avec nos proches ou continuer à bâtir notre carrière? Tu sais, ça a l'air peut-être un peu nono, puis tu te dis, ben non, on passe du temps avec tes proches, continue pas à bâtir ta carrière, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une question qu'on se pose en tant que chercheur de vouloir continuer à être actif. Moi, laisser des traces, on dirait que c'est quelque chose qui m'obsède. Tu sais, maintenant que j'ai commencé à publier, on dirait que je suis moins stressé par ça parce que j'ai l'impression d'avoir laissé des traces, mais sinon, euh, je pense que c'est ça aussi, là. Ah, merci. Mais tu sais, ça me fait penser que, je sais pas, j'en avais entendu ça, mais il paraît que personne ne dit, ah, il aurait dû donc travailler plus, tu sais, à la fin de sa vie. Mais, ouais. En tout cas, je pense à même. Honnêtement, pour moi, c'est passer du temps avec les proches. C'est plus un commentaire qu'une question pour le début. Ouais. Mais pour la suite, parce que pour vrai, des réflexions d'un merci pour la présentation incroyable. Et bon, mais, sur la notion de qu'est-ce qu'on laisse, sur les notions d'agentivité, je trouve que c'est une question très intéressante parce que c'est quoi laisser des traces? Dans toutes les traces, on sait qu'elles vont être effacées. OK, ouais. À ce niveau-là, les trois questions que tu poses, ben, par le processus d'élimination, ce qui nous reste, c'est passer du temps avec les proches. Les chicanes, j'ai envie de faire une question rhétorique de à quoi elles servent, mais on en a parlé ce matin sur le fait que ben, c'est de l'affectif. Au final, c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans le présent, dans le ici et maintenant, versus toujours se projeter dans toujours en faire plus, toujours qu'est-ce qui va devenir exponentiel, qu'est-ce qui va croître. Jamais, il n'y avait pas de question. Merci pour ta présentation. Merci pour le commentaire. J'aimerais proposer 2 autres jeux, en fait, que je trouve qui connectent vraiment bien avec le sujet dont tu parles. Ouais. En premier lieu, Frostpunk. Ça me fait énormément penser, mais d'une manière complètement systémique, de une crise climatique, qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça engendre, et ça crée beaucoup de souffrance dans ce monde-là. Mais d'un autre côté, Terranea, qui est un jeu systémique qui, dans le fond, sur la repopulation, sur la revégétation de l'environnement. Où dans le fond, il y a une espèce de dialogue qui peut se créer entre qu'est-ce qui pourrait se passer de pire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ça se passe de mieux. Encore une fois, pas une question, mais merci. En fait, moi, je vais te relancer la question. Frostpunk, j'avais commencé à jouer un petit peu, mais j'étais pas très bon, fait que c'était très difficile. Mais en fait, à quel point la question parce qu'on parle de Frostpunk en lien avec la crise climatique, à quel point c'est mis de l'avant dans Frostpunk, en fait? C'est omniprésent. OK, dans le fond, c'est une espèce de capsule politique de dire à la fin d'une crise climatique, la politique devient nécessairement extrémiste. OK. Que dans le fond, ça devient soit un régime totalitaire théocratique, soit un régime totalitaire dictatorial ou quasiment cannibale, Ouais. à cause qu'il n'y a plus rien.
Mais je recommande vraiment sérieusement Terra Hill parce que ça donne un portrait complètement opposé d'espoir climatique. OK. Pour Post-Punk aussi, je rajouterais qu'ils ont sorti une extension, je pense, last autumn. Il y a Post-Punk avant la crise, parce que le jeu qui est sorti, c'est comme l'hiver éternel, puis comme il faut trouver des façons de s'occuper. Puis il y a un espèce d'épisode outside où c'est la dernière saison avant l'hiver éternel. Je pense que tu prépares l'expédition qui va se rendre dans le générateur. Quelque chose que, tu sais, on est très proche de Volcanoir à ce moment-là. OK, ouais. La crise s'en vient, elle est tout de suite, elle est maintenant. C'est des décisions que tu vas prendre qui vont changer la façon dont les humains vont survivre post-crise. C'est sûr que bon, là, les gens vont pas vraiment survivre, là. Mais Last Autumn, quelque chose comme ça, c'est Post-Punk de Fall, de Point de Fall, je sais plus, là, si je sais plus si c'est un jeu de mots, mais c'est ça. Ils ont un mode de. Ben, c'est pas un mode, là, c'est une extension, je crois, du premier, mais qui vaut la peine aussi. OK, merci. Si tu veux, c'est un jeu qui. Bon, recommandation de jeu, mais il y avait sûrement pas joué, mais Outer Wilds aussi, là, je pense, tu sais, 100%. c'est quoi les traces qu'on laisse après la fin du monde, là? C'est ça, c'est des Outer Wilds, c'est juste ça, là. C'est comme, qu'est-ce qui va rester dans 4.3 milliards d'années? Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je suis pas dessus juste de Banner Saga. Là, je vais avoir trop de jeux. Il y a déjà trop de jeux dans mon corpus, là. Je vous le dis. Mais c'est quoi le nom? Banner Saga. OK. Ouais. C'est une question juste des idées formées dans le travail. Je trouve le jeu vraiment. Merci vraiment pour la présentation. Puis une des choses qui me marque dans le jeu, c'est clairement, c'est un choix pensé. C'est pas juste on va faire ça à peu près. Mais le fait que, bon, on s'entend, c'est des dinosaures anthropomorphiques. Ouais, clairement, on a une référence avec legit l'extinction des dinosaures. Ben, en tout cas, il y a des poulets qui existent encore, mais pas tout à fait. Mais aussi le fait, je ne sais pas dans le jeu s'il y a des représentations des animaux, non? Non. Bon, ça devient quand même intéressant parce que là, dans le fond, comme l'animal non humain, dans le fond, et l'animal humain est comme devient la même chose dans le jeu. Puis, dans le fond, j'ai comme l'impression, parce que pour moi, à devoir comme le réchauffement climatique, whatever, là, ben, désolé, tu te le dis, mon chien âgé commence à avoir de la misère il y a une maladie qui fait que maintenant un petit peu plus de misère à respirer quand il fait trop humide, donc c'est marche, c'est rendu difficile. Puis moi, voir ça, c'est ça qui me fait le plus de mal, carrément. T'sais, oui, moi, je suis comme, on va tous mourir, paniquer, mais je veux dire, je vois un être à qui je sais, puis je vois ça, je vois qu'il y a de la difficulté, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Puis je me demandais, dans le fond, aussi, peut-être, dans cette dimension-là de comme il y a du monde qui souffre, il y a des choses qui souffrent, puis qui, dans le fond, sont même pas conscientes, dans le fond. Ce qui fait que ce niveau d'anxiété-là, chez certaines personnes et ou chez certains êtres, n'est pas là. Puis pour ceux qui l'ont, c'est quasiment plus stressant. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres. Puis je me demandais si c'était quelque chose qu'on voyait peut-être dans le jeu ou si c'était une avenue peut-être de comme. S'il y avait une expansion du jeu, est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être discuté ou juste. Je sais pas, mais mon cerveau a plein de pensées à propos du jeu, j'essaie de faire des points cohérents, puis je sais que c'est pas totalement incohérent, mais je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, je vais en parler. Mais en fait, tu lignes un peu sur le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, je pense. Ouais. Mais c'est pas exact, c'est ça. Mais tu sais. Puis la représentation des animaux aussi dans cette situation. Ouais, non, c'est ça. Dans le jeu, il n'y a pas d'autres animaux que. Ah oui, c'est. Il y a des insectes. Oui. Parce que ça, c'est une espèce de limace. Parce que c'est Trish qui s'intéresse beaucoup aux insectes, qui voudrait aller en entomologie, probablement en botanique à l'université. Puis elle a une limace qui est comme un peu son animal domestique. Mais c'est plus comme une joke parce qu'elle l'amène à l'école, puis là, fait comme du jus dans son sac à dos. Puis mais c'est vrai, c'est une bonne observation quand il y a cet amusement. Mais sinon, le fait de pas. En fait, parce que ce que tu dis, Dani, mais tu sais, c'est pas exactement ce que tu dis, mais moi, ça me ramenait à la situation que je montrais où, tu sais, quand on dit on a des informations contradictoires qui viennent du gouvernement, des scientifiques, bon. Puis des fois, je sais pas si le fait de ne pas savoir, je sais pas si c'est vraiment moins stressant. En fait, le fait de ne pas savoir du tout, c'est moins stressant. Mais le fait de savoir à moitié, pas comprendre, là, je pense que ça, c'est plus stressant que le fait de vraiment comprendre. Mais c'est ça que j'aurais à répondre. Ouais. Merci. Peut-être une dernière intervention. OK. Donc, très rapidement, puis c'est vraiment un commentaire qui est bien court. Je serais plus pour moi de parler d'un sujet aussi anxiogène, de si c'est bien la présentation.
j'admire les jeux vidéo, d'être capable de modéliser des systèmes affectifs aussi anxiogènes. Et puis j'espère que ça aide tout le monde à gérer tout le chaos informationnel puis les probabilités qui s'annoncent. Mais j'aimerais juste rappeler à la question que la fin du monde n'est pas inéluctable. Il faut essayer aussi, je pense, d'avoir une connexion minimale avec les possibilités heureuses. Et juste garder conscience que c'est possible, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le monde actuel, qu'il y a des découvertes possibles, qu'il y a des possibilités heureuses. Je ne sais pas si c'est des pathologies pendant lesquelles anxiété en permanence. Faites pas ça. C'est important d'en parler, c'est important d'avoir des jeux d'en parler. Vous pouvez passer 20 heures sur 24 dans l'éco-anxiété. Faites-vous par self-care, par respect pour vous, essayer ou par des fois qu'il y a des possibilités heureuses, puis venez avec nous au Capybara Café à la fin. Parce qu'on va faire, c'est quoi notre truc? Trish? On va Trish avec Salimas. On va se reconnecter avec. En fait, il n'y a pas de capybara dans le café comme dans certains vrais capybaras café au Japon, malheureusement, mais il y a des toutous de marmotte et de capybaras. On va passer un beau moment de connexion avec le monde là-dessus. De tout ce qu'on vient d'inclure à la fin. Désolé pour le commentaire, mais je fais partie d'une génération qui a traversé je suis né dans un no future, comme de Royal Bagpong, puis à mon adolescence, c'était un deuxième no future du grunge, puis on était tous noyés dans ces émotions-là, puis on avait besoin de partager ça collectivement. C'est normal. Il faut aussi juste garder une petite idée du monde possible heureux. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Si je peux le dire par mais moi, justement, là, genre, si t'as rien à voir, Tout le monde dit que c'est la fucking fin du monde depuis tout le temps. Ça fait 2000 ans qu'ils disent que reste pas revenir, juste un exemple. Je pense que c'est important de se rappeler justement que comme la fin du monde, on annonce depuis toujours, puis elle n'arrive pas. Puis aussi, tu sais, c'est con, sortir aussi de notre centration de si l'être humain disparaît, ok, sure, fine. Ça, je suis en doute fortement, mais comme le monde n'arrête pas. Les images vont survivre. Les images vont survivre, puis vont peut-être donner la nouvelle race à nous supplanter, puis donner la légende. Puis ça seront peut-être supérieurs. Je vois comme dinosaures. Oui, mais puis en fait, c'est ça aussi qui est intéressant au Flash. Peut-être une faiblesse de la station de Carastone que je montrais qui dit la Terre est en pronostic. Tu sais, la Terre vit en pronostic, la Terre a fait des pronostics changeants, mais tu sais, c'est nous, en fait, là, dans le sens que la Terre, ça, justement, peut-être que l'humain va être éteint, mais il va rester d'autres espèces, plantes, espèces animales, etc. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, Goodbye Broken Rise, c'était pas. Tu sais, je veux dire, j'analyse les jeux qui parlent de trauma, là, il y a plein d'autres jeux beaucoup plus déprimants que ça. Puis moi, j'ai joué à Goodbye Broken Rise, puis c'est sûr que ça a fini de manière tragique, mais je suis pas sorti. Je veux dire, je pense, ça, je dis, tu sais, ressentir les concepts de la solastalgie, c'est pas agréable, mais ça peut nous permettre à être motivés, à essayer de changer les choses, etc. Fait que après avoir joué au jeu, je suis pas non plus déprimé chez nous, là, tu sais, je suis quand même capable, mais ça me mobilise aussi comme jeu, tu sais, fait que je pense que c'est quand même quelque chose de positif, là. Voilà, merci.